parti. Vous êtes sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Au menu de cette édition du débat panafricain, une interview exclusive avec Madame Simone Eviette Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, de nouveau sous les feux des projecteurs avec la création, il y a quelques jours, de son parti politique. Simone Gbagbo, toute une vie de combattante politique infatigable et déterminée, a été portée à la tête du mouvement de génération capable. Apporter d'autres pierres et autrement la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de justice et de développement pour tous les Ivoiriens, des Ivoiriens fiers de leur pays. C'est l'ambition désormais de ce leader, chef de parti politique. Interview exclusive et en direct, c'est dans cette édition du débat panafricain. Et puis, en seule thématique centrale de débat, l'occasion faisant le larron, nous resterons en Côte d'Ivoire avec des questionnements autour de l'arrestation de Pulchérie Ballet, une icône de la société civile en Côte d'Ivoire, présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne. Pulchérie Ballet, qui a été arrêtée il y a quelques jours et incarcérée après un séjour au Mali où elle a rencontré d'autres leaders et organisations de la société civile pour parler de la situation des ressortissants ivoiriens et maliens dans les deux pays au cœur de la tension persistante entre Abidjan et Bamako. Séjour pour parler aussi de l'affaire dite des 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako et accusés par les autorités du Mali d'être en mission de déstabilisation du pays. Puis Chéri Ballet, avec les autres organisations de la société civile malienne, était préoccupé, dit-on, par la recherche de la formulation d'une proposition citoyenne ou contribution pour une sortie de crise entre les deux pays frères. Du retour donc de ce séjour au Mali, la militante des droits de l'homme, figure de la contestation démocratique en Côte d'Ivoire, a été piégée et arrêtée et de lourdes charges pèsent contre elle. Comment comprendre cette arrestation qualifiée presque par tous de arbitraire? Quels sont les véritables mobiles de son arrestation? Cette arrestation relance ou ouvre les projecteurs sur les questions de respect des droits de l'homme, les questions de la justice pour tous et même la problématique de l'impunité dans le pays, la Côte d'Ivoire. Nous en parlons, mesdames et messieurs, dans cette édition du débat panafricain. Et bienvenue. Vous ne rechercheriez pas une solution pour facturer votre activité en freelance? Vous voulez la Côte d'Ivoire. Nous en parlons, mesdames et messieurs, dans cette édition du débat panafricain. Et bienvenue. Merci pour votre fidélité. Direction la Côte d'Ivoire, je vous le disais en titre, au menu de cette édition, une interview exclusive avec Madame Simone Gbagbo. Madame, bonsoir, vous êtes en ligne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes aujourd'hui la présidente du mouvement de génération capable. C'est un nouveau parti politique créé il y a quelques jours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous également. Merci de m'offrir votre plateau pour parler de mon mouvement. D'accord, merci. C'était un plaisir, madame. Alors, vous êtes, je le disais, aujourd'hui, vous avez été porté en triomphe à la tête de ce parti qui s'appelle le mouvement de génération capable. Je dois dire, au départ, c'était un mouvement citoyen, alors qui s'est transformé il y a quelques jours en un parti politique. Alors, Madame Simone Gbagbo, quelles sont les raisons profondes qui vous ont amené, vous, avec vos membres et les militants, si vous voulez, à transformer ce mouvement citoyen en un parti politique? Mais écoutez, merci beaucoup, merci de m'offrir votre plateau. Nous avions, l'année dernière, créé un mouvement citoyen qui permet de faire de la politique, qui permet d'intervenir dans les débats politiques. Mais vous savez, dans notre pays, et comme dans de nombreux pays en Afrique d'ailleurs,
Quand vous dites mouvement, les gens pensent tout de suite à association de quartier, association de village, etc. Et donc, tout le monde n'a pas vite compris qu'il s'agissait d'une organisation créée pour faire de la politique, pour intervenir dans le débat politique, pour, comme toutes les autres organisations, briguer des postes, etc. Et donc, nous avons trouvé plus utile de transformer ce mouvement-là en parti politique. Comme ça met fin au débat. Mais votre histoire là même, c'est quoi? C'est un mouvement ou bien c'est quoi? Vous voulez faire de la politique ou bien, etc. Ça met fin à tous ces débats. Et donc, voilà, nous avons créé le parti politique. Mais qui a conservé Merci beaucoup, Madame Simon Gbagbo. Il faut dire que c'est un mouvement qui se transforme en parti politique, mais qui arrive quand même dans un environnement très serré déjà, avec d'autres partis politiques détenants même qui existent en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des réponses précises que vous comptez rapporter aux populations ivoiriennes à travers ce parti politique? Nous avons de nombreuses réponses. Hein. Vous savez, le pays, la Côte d'Ivoire est un pays qui est encore en friche, qui demande encore à être bâti au plan de la démocratie, de l'enracinement de la démocratie, à bâtir au plan même du développement économique, à bâtir au plan du développement social. Rien n'est encore vraiment fait de façon tout à fait satisfaisante. Donc, il y a encore... le chantier est vaste, hein, et tous les partis, toutes les organisations, moi je dis, tous les Ivoiriens même qui existent dans cette nation doivent venir faire de la politique. Et donc, qu'on crée plusieurs partis, ça c'est même une bonne chose, c'est une chose positive. Alors, vous le dites, vous le faites savoir, le chantier est très vaste. Il y a énormément, beaucoup de problèmes sur le terrain auxquels vous comptez vous attaquer avec le mouvement de génération capable. Alors, madame, dites-nous un peu, comment est-ce que le mouvement capable compte se démarquer des autres partis politiques? On sait quand même qu'on ne crée pas un parti politique pour rien. Même ceux qui existent avant vous disaient toujours être là pour répondre aux attentes des Ivoiriens. C'est ça, c'est ça. Mais vous savez, nous avons axé notre travail sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la conquête du pouvoir. La formation du citoyen à la chose politique pour pouvoir compétir et puis conquérir également le pouvoir. Mais ça, c'est un pilier que tous les partis politiques connaissent, exploitent, etc. Le deuxième pilier va concerner la transformation des mentalités des Ivoiriens. Ça, c'est un grand chantier. La mentalité des Ivoiriens, transformer l'Ivoirien, lui faire acquérir de nouvelles valeurs, restaurer, n'est-ce pas, à ce niveau-là, toute la mentalité de l'Ivoirien. Ça, c'est le deuxième grand pilier. Et le troisième grand pilier, c'est le développement, le travail pour faire du développement de ce pays une vraie réalité. Et donc, avec des équipes qui vont travailler, qui vont faire des recherches au niveau de tous les secteurs, qui vont créer un programme d'action, un programme de gouvernement qui vont aider les citoyens, même sans être au pouvoir, qui vont déjà aider les citoyens ivoiriens à travailler, à s'engager, à s'organiser pour que ce pays se développe, mais que ce soit un développement d'abord endogène avant d'être exogène. Un développement qui va aider, qui va faire aboutir, qui va faire émerger une véritable classe d'industriels, d'hommes d'affaires, etc. Et qui va travailler non seulement en direction de la Côte d'Ivoire, mais qui va également travailler en direction de l'Afrique. Parce que nous sommes déjà dans des entités intégrées, ouest-africaines, africaines, continentales, etc. Il faut qu'à ce niveau-là également, on sente la contribution et la participation de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous voyez, nous travaillons dans ces 3 axes-là et c'est cela que nous proposons comme originalité.
Nous en parlerons de toute façon avec vous, Madame Simone Gbagbo, dans le cadre de cet entretien. Alors, vous, aujourd'hui, devenu leader politique, ce qui n'est pas d'ailleurs nouveau au regard de votre parcours avec les grandes responsabilités politiques que vous avez eues déjà par le passé dans le pays et le rôle joué dans la démocratisation même et le multipartisme en Côte d'Ivoire. Alors, Madame, quel est le sens que vous-même vous donnez à la confiance que les militants ou les membres du mouvement de génération capable ont porté en vous? Vous savez, je me suis senti très honoré par cette décision de me porter à la tête de ce mouvement. Mais je dois reconnaître simplement que les Ivoiriens, depuis ma sortie de prison, m'ont considéré comme une personne qui a fait preuve d'une grande résilience, qui a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit également, d'un grand sens du pardon, et qui me disent régulièrement que je représente pour eux un espoir à cause de la grande ouverture d'esprit que j'ai manifestée, à cause également du fait que tout ce combat que nous avons mené depuis le début, depuis même les années 70 jusqu'à 90 et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté fidèlement attaché à ce combat-là auquel les Ivoiriens eux-mêmes ont adhéré. Et donc, bon, mais ils me disent qu'ils attendent que je les aide à ce niveau-là à bâtir une nation ivoirienne forte, une nation ivoirienne prospère, une nation ivoirienne qui saura mettre en exergue l'Ivoirien lui-même, d'abord, avant tous les autres. Vous donc, Madame Simone Gbagbo, alors cette confiance et cette nouvelle responsabilité donnent tout un sens à votre cheminement politique et à votre combat même que vous avez toujours mené? Oui, oui, parce que, vous voyez, la réconciliation, le retour de la paix, c'est un grand défi. On en parle toujours, on en parle depuis qu'il y a eu la guerre dans ce pays en 2010. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle sans arrêt, mais ce n'est pas encore complètement réalisé. Et donc, à ce niveau-là, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier et je pense que je peux apporter ma contribution à ce niveau-là. Et les Ivoiriens attendent ça. De toute façon, on est condamné à réussir sur ce terrain-là. De la réconciliation, du retour à la paix, de la restauration de la confiance entre Ivoiriens. C'est un grand chantier. Et il faut y travailler. Vous-même, vous avez déjà évoqué ces chantiers-là. Vous parlez de la réconciliation. Mais j'ai toujours envie de vous poser, Madame Simone Gbagbo, alors aujourd'hui, présidente d'un parti politique, leader politique en Côte d'Ivoire, vous arrivez dans un contexte où tous les regards sont sur vous. Est-ce qu'on peut avoir une idée, on sait que les défis sont très énormes sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir une idée de vos chantiers prioritaires en ce moment? Êtes-vous prêt à faire face à la forte hausse des coûts de chauffage cet hiver? Un système incroyable a été mis au point pour chauffer les maisons en utilisant... Vous savez, tout est tellement à faire dans ce pays-là que si je dois établir des priorités, ma première priorité, ce serait de veiller à ramener la confiance entre les Ivoiriens. Entre les Ivoiriens. Et ça induit un certain nombre d'actions. Ça induit, par exemple, de mettre fin à toute une politique qui a été menée depuis quelques années et qu'on a appelé le rattrapage ethnique. Il faut mettre fin au rattrapage ethnique. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens soient placés au même pied d'égalité et qu'ils puissent accéder en tant qu'Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur religion, qu'ils puissent accéder à tous les postes de responsabilité. Ce n'est pas le cas dans le pays aujourd'hui. Et donc, voilà un chantier qu'il faudra démarrer rapidement. D'un autre côté, quand vous regardez aujourd'hui, le social est complètement à terre. L'école est complètement détruite dans notre pays. La santé est complètement détruite dans notre pays. Et c'est de grands chantiers. Ramener l'école ivoirienne à un niveau acceptable.
voyez, l'année dernière, à la fin de l'année scolaire, on a eu le bac dans notre pays et on a pu compter que 29% d'admis au bac dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays magnifique au niveau des résultats scolaires. Il y a ce travail qui est à faire. La santé également, c'est un grand chantier. L'éthique est complètement détruite dans notre pays. Et à ce grand niveau-là, il faudra travailler. À ce grand niveau. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra obtenir une réconciliation acceptable, convenable, que des gens soient heureux de vivre ensemble, qu'ils sachent donner confiance, accorder confiance à leurs voisins, à leurs compatriotes ensemble. C'est un chantier. Hein? Tant qu'on n'a pas réussi cela, là, on ne peut pas réussir le développement industriel, le développement économique dont on parle. On ne peut pas le réussir tant que ce chantier-là n'est pas réussi. Voilà, c'est extrêmement grave. On comprend que les défis sont vraiment énormes. Hein. Alors, vous parlez de ramener la confiance entre les Ivoiriens aujourd'hui. Alors, mais qu'est-ce que vous comptez faire concrètement, Madame Simon Gbagbo, pour pouvoir ramener la confiance entre les Ivoiriens? Vous avez aussi évoqué l'école. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour cette école, pour vous qui est pratiquement dénaturée aujourd'hui, et même sur le plan de la santé, en termes d'action? Mais au niveau de l'école, il s'agit de réformer l'école. Il s'agit de relever le niveau des enseignants. Il s'agit de construire des établissements scolaires. Parce que nos établissements scolaires sont en nombre insuffisant par rapport au nombre d'élèves qui frappent à la porte chaque année. Il s'agira donc de recruter des enseignants qui aient du bon niveau, et de faire leur formation, leur recyclage régulièrement, de manière à ce que le niveau de l'école augmente régulièrement, de faire en sorte également qu'au niveau de la santé, nous avons de nombreux jeunes, 2000, 3000 jeunes qui ont déjà leur doctorat en médecine et qui sont au chômage et qui sont chaque jour en train de faire des grèves et qui ne sont pas recrutés parce que justement ils ne sont pas recrutés ni investis dans le système de santé. Il faudra donc à ce niveau-là également prendre des dispositions, des choses très pratiques qui permettront d'ouvrir des centres de santé, d'ouvrir des hôpitaux, de lever le niveau des hôpitaux, bon, et d'équiper nos hôpitaux. Ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est au niveau simplement du social actuel, école et puis santé. Mais dans tellement de domaines, il y a à faire. Des choses très concrètes, des choses très pratiques. Madame, on comprend qu'il y en a et il y a vraiment beaucoup à faire. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que votre parti politique, le mouvement de génération capable, compte tout de même convaincre les Ivoiriens aujourd'hui de son sérieux, de sa détermination, de son engagement aux côtés de ce peuple, Madame Simon Gbagbo, pour pouvoir résoudre leurs problèmes? Mais ce travail a déjà commencé, hein, vous savez. Les Ivoiriens et le parti est bien accueilli hein, par les Ivoiriens. Parce que quand on va à eux et qu'on leur dit, nous allons travailler pour que désormais les valeurs deviennent une réalité dans notre pays. Nous allons faire de la formation, nous allons faire de l'encadrement, nous allons faire des plaidoyers pour que les valeurs de justice, les valeurs d'intégrité, les valeurs de compétence, les valeurs de crainte de Dieu, les valeurs d'amour du prochain, etc., deviennent des réalités. Mais le nombre d'Ivoiriens qui déjà adhèrent est extrêmement important, hein, vous savez. On est bien accueillis partout où on s'est présenté. Et nous allons continuer de faire du travail. Nous allons asseoir toutes les structures de notre parti dans toutes nos régions, sur toute l'étendue du territoire. C'est d'ailleurs le premier mot d'ordre qui est sorti de cette Assemblée générale extraordinaire que nous venons d'organiser, achever l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire et puis engager le programme d'activité du parti qui va faire de la formation, qui va faire de la sensibilisation, qui va faire du recrutement, qui va faire un véritable travail d'encadrement des jeunes, d'encadrement des femmes
pour leurs compétences, pour qu'elles soient capables d'aller plus loin dans la création des entreprises qu'elles veulent constituer, etc., sans attendre d'accéder au pouvoir d'abord avant de faire quelque chose. Dès maintenant, là, très concrètement, nous allons commencer à travailler. Commencer à travailler, Madame Simon Gbagbo. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, parmi les chantiers prioritaires, cette question de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. On remarque quand même que c'est un épineux problème dans le pays. C'était un grand défi pour la Côte d'Ivoire. On parle de la réconciliation nationale depuis des années, mais il semble que ça piétine vraiment. Alors, Madame Simon Gbagbo, qu'est-ce qui fait problème de votre point de vue et comment faire pour réussir ce chantier extrêmement préoccupant? Bon, alors... Porter un appareil dentaire pour avoir les dents droites, cela n'est plus une obligation. Tout comme... Bon, alors, de mon point de vue, la première question, c'est la volonté politique. Est-ce que nous voulons faire de la réconciliation? Parce que si nous voulons faire de la réconciliation, nous allons avoir besoin non seulement de poser le problème de la réconciliation, donc d'intervenir dans le débat. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous avons des gens qui ont été complètement, comment je dirais, à qui on a arraché leurs biens. Des gens qui ont fait la prison. Il y en a encore qui sont en prison. Aujourd'hui encore, nous avons encore aujourd'hui des militaires qui depuis 2011 sont en prison. Si on commence par les libérer, ceux-là, vous voyez, c'est un acte qu'on pose. Mais ça fait depuis 2011, nous avons encore une trentaine de militaires, d'officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie, de la police, qui sont encore en prison aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Nous avons encore de nombreux militaires qui sont encore en exil, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Parce que s'ils arrivent, on les menace de les arrêter, de les jeter en prison. Ce sont des actes très concrets, très précis. Mais à côté de ces actes-là qui concernent ceux qui sont en prison, ceux qui sont partis en exil et qui ont besoin de retrouver des familles, nous avons tous ceux dont les biens ont été pillés, dont les terres ont été pillées, dont les plantations ont été arrachées et à qui il faut restituer. On ne peut pas faire de réconciliation sans poser le problème de la restitution des biens qui ont été volés, pillés, arrachés et qui doivent revenir à leurs anciens propriétaires. Tant que ce problème n'est pas posé, bon, on ne peut pas dire qu'il y a la réconciliation. On ne peut pas dire qu'on fait la réconciliation quand on refuse de recruter dans les services publics des gens sur la base des ethnies, sur la base des religions. Tant que une telle politique existe, eh bien, la réconciliation ne peut pas avancer. Et donc, il y a des actes précis qui doivent être posés dans les villages, dans les régions, dans les sous-préfectures. Il y a des actes précis qui doivent être posés qui partent de la reconnaissance du mal, que celui qui est victime puisse dire « je suis victime » et que son état de victime soit traité. Celui qui est coupable puisse être traité de coupable et que sa culpabilité soit également traitée. Celui qui a pris un bien qui ne lui appartient pas, qu'il restitue le bien à celui qui en est le vrai propriétaire. Celui qui a subi des dommages, qu'il soit dédommagé. Mais tout ce travail n'est pas fait. Tout ce travail n'est pas fait. Et tant que ce travail n'est pas fait, on va chanter réconciliation, mais rien ne va avancer. Voilà. Voilà. Alors, madame, vous-même, vous avez traversé des étapes extrêmement difficiles. Je ne voudrais même pas dire vraiment des moments extrêmement douloureux. Alors, quel est un peu le sens que vous donnez vous-même à la notion de réconciliation et même le pardon? Ben, vous savez, si on veut vivre dans la douleur qu'on a vécue, on ne s'en sortira jamais. Et donc, je vous donne un exemple. Quand j'étais moi-même encore en prison, je faisais mes prières parce que j'ai prié beaucoup. Et je faisais mes prières et un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai utilisé un texte de la Bible qui
parlait de la nécessité pour un homme qui est au pouvoir de bien régner, d'être bien accepté, de faire le bien pour son peuple, etc. Et je me disais, mais voici un texte que j'aurais pu utiliser pour prier pour le président Gbagbo quand on était au pouvoir. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, utilise ce texte-là pour prier pour Alassane Ouattara. J'ai dit, comment ça? Pour prier pour Alassane Ouattara? Un homme qui est venu nous chasser du pouvoir avec ses acolytes. On ne peut pas prier pour lui. Et la voix a repris, prie pour Alassane Ouattara avec ce texte-là. Et à la fin, il y a eu tellement d'insistance de cette voix que je me suis mise à prier effectivement pour le président Alassane Ouattara. Et quand je l'ai fait, je vous assure, hein, non seulement moi-même j'ai été délivré de toute la rancœur, de toute la colère qu'il y avait en moi, mais j'ai été même guéri, mon âme a été guérie, j'ai retrouvé la joie. Après, j'ai prié pendant une semaine, après cette semaine de prière, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la santé morale, la santé de mon cœur. Et donc, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que si on a reçu des coups énormes, de l'humiliation, de la colère, de la rancœur, et qu'on ne réussit pas à surmonter cela, à abandonner cela, pour se retrouver dans un contexte de joie et de paix, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. On tombe soi-même malade et finalement, on devient un être exécrable pour ceux avec qui on vit. Donc, pour moi, l'acte de pardon, l'acte de réconciliation est un acte indispensable pour l'individu lui-même, pour sa propre guérison interne. Et puis ensuite, évidemment, étant lui-même guéri dans son intérieur, eh bien, il va devenir un être positif qui va pouvoir entretenir avec ses voisins une bonne relation en société et permettre donc à la société elle-même de se guérir et d'évoluer. Donc là, le pardon, la nécessité de surmonter ses propres colères intérieures, ses propres humiliations intérieures est comme un médicament. C'est comme un médicament pour guérir soi-même, pour se guérir soi-même, et un médicament pour guérir sa société. Une fois que ça c'est fait, il faut se mettre à partir de ce moment-là au service de son peuple, au service de la société. Le texte, j'ai un texte que j'aime beaucoup qui dit, si tu acceptes de te mettre au service, si tu te comportes comme un vrai serviteur, et si tu montres, n'est-ce pas, que tu es un serviteur, que tu te montres au service de l'autre, à ce moment-là, l'autre va t'accepter. Et quand il va t'accepter, son acceptation va être définitive. Dans la nation ivoirienne, là, nous avons besoin de nous accepter. Et pour ça, il faut que nous soyons capables de nous mettre au service de ceux que nous avons en face de nous. Que nous les aimions ou que nous ne les aimions pas, il faut que nous soyons capables de nous élever à un niveau tel que nous puissions discuter avec eux, renoncer à tout ce que nous leur reprochons pour accepter de se mettre à leur service, de les aider à réaliser, à combler leurs besoins. Et c'est à ce titre-là que nous pouvons construire ensemble une nation ivoirienne ressoudée, réconciliée, et puis qui va de l'avant. Parce que la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. Vous voulez changer de vie et retrouver un métier avec plus de sens et d'humain? Mettre votre désir d'aider les autres au... Voilà, parce que la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. Madame Simon Gbagbo, vous êtes aujourd'hui libre, vous êtes de nouveau au service de la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez fait votre retour sur la scène politique, un espace que vous aimez bien et qui a marqué votre vie. Alors, vous conduisez ce parti politique, le mouvement de génération capable. On a envie de savoir, madame, jusqu'où êtes-vous prête pour aller? On sait que les nouvelles échéances arrivent. Je vous attendais là. Hein? Tout le monde veut savoir. Bon, disons que nous avons créé un parti, n'est-ce pas?
Et ce parti-là, comme c'est un parti, il a donc inscrit en son sein la nécessité de compétir pour les pouvoirs d'État. Donc, nous allons compétir. Et nous allons compétir et nous allons participer à toutes les élections municipales, législatives et même présidentielles. Maintenant, je vous vois venir, vous allez me demander tout de suite, madame, est-ce que vous-même vous allez être candidate? Et je vais vous répondre ce qu'on répond toujours, que vous serez candidate. Mon parti n'a pas encore décidé qui va être candidat. C'est le parti qui va décider. Il n'a pas encore décidé qui va être candidat. Voilà. Et moi, je suis une militante très disciplinée. Et je m'alignerai sur la décision que le parti fera à cette époque, à ce moment-là. Ça viendra bientôt, ne vous en faites pas. D'accord, c'est entendu, madame. Alors, on sait assez souvent que sur le continent africain, les élections sont quand même sujet des crises électorales. La Côte d'Ivoire en sait quelque chose. Alors, de votre point de vue, madame, quelles sont les conditionnalités ou des équivoques à élever en Côte d'Ivoire pour qu'on ne se retrouve pas, peut-être avec vous, dans les nouvelles crises électorales, au moment où peut-être vous serez candidate, qui sait? Vous savez, les choses sont très simples. Hein. Pour qu'une élection réussisse, il faut que tout le monde puisse participer aux élections selon son souhait, selon son désir et selon les textes qui existent dans le pays. Il faut que les listes électorales soient bonnes, que ces listes soient fiables. Il faut que les différents candidats qui se présentent puissent avoir des délégués dans le bureau de vote pour suivre les actes électoraux et vérifier que tout se passe comme prévu. Alors, bon, dans ce pays-ci, là, nous avons encore des difficultés. Au niveau même de l'organe qui gère les élections, nous avons des difficultés. Nous ne sommes pas d'accord avec l'organe qui existe en ce moment-ci, là. Nous estimons qu'il n'est pas encore correctement constitué. Ensuite, même le découpage électoral, également, il est à revoir pour qu'il soit un véritable découpage consensuel. Les listes électorales, nous devons les examiner ensemble. Ça aussi, c'est des choses que nous demandons depuis très longtemps, que nous n'avons pas encore obtenues. Donc, il y a un certain nombre de réformes au niveau électoral qui doivent être exécutées. Si ces réformes sont exécutées et que les choses se déroulent normalement, il n'y aura pas de combat. C'est facile de faire ça. Mais, une fois de plus, c'est la volonté politique qui gère tout cela. Vous parlez des réformes, Madame Simon Gbagbo, vous parlez des difficultés observables sur le pays. Permettez que je vous pose au moins cette question. Quel aspect êtes-vous d'accord, tout au moins avec les autorités en place au pays, le président Alassane Dramane Ouattara, par rapport au développement de la Côte d'Ivoire et au rayonnement même de ce pays? Sur quel aspect êtes-vous d'accord? Bon, je n'ai pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Moi, je regarde... En tant que citoyenne, je regarde ce que le président Alassane Ouattara fait. Je sais que souvent on le félicite pour les routes qu'il a accomplies. Moi, c'est bien, mais vous savez, j'ai un petit peu le sentiment de me retrouver en face du varan. Le varan, c'est un animal qui creuse le chemin avec sa tête et qui nettoie et efface le chemin avec sa queue. Il fait des routes, c'est très bien. Mais après, il va mettre sur les routes tellement de postes de péage que finalement, ces routes deviennent impossibles à utiliser. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Et le régime de M. Alassane Ouattara, ce n'est pas ce régime-là que moi je soutiens, en tout cas. Merci beaucoup à vous, madame. Alors, on va parler d'autres choses à présent. Alors, on sait quand même votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays membre de la CEDEAO qui mène pas mal d'activités de ce côté-là. Dites-moi un peu, madame, quel est un peu votre regard sur la gestion des crises dans la sous-région par la CEDEAO? Oh, la CEDEAO. À l'époque, je disais, oh, honte CEDEAO. Mais vous savez, mon avis aujourd'hui n'a pas beaucoup varié. Hein. Si je vous demande de me citer un pays,
dans lequel la CEDEAO est intervenue et a réussi à régler correctement les problèmes qui se posaient à l'intérieur de ce pays-là, je suis sûr que vous-même, je vous mettez en difficulté. La CEDEAO, malheureusement, est restée cette CEDEAO qui ne nous fait pas vraiment honneur. Voilà, c'est mon point de vue. Autrement dit, cette instance a besoin d'être réformée aujourd'hui pour jouer suffisamment son rôle. Absolument. Absolument. Cette instance a besoin d'être réformée. Non seulement au niveau de son fonctionnement, mais au niveau même de sa pensée. Au niveau de sa pensée, l'instance a besoin d'être réformée. D'accord. Alors, madame, dites-nous un peu, la Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouve être indexée dans une affaire dite de 49 militaires qui voulaient, d'après le Mali, déstabiliser ce pays. Quelle est votre lecture de cette affaire qui met en mal les relations, pourtant cordiales au départ, entre ces deux pays frères que sont le Mali et la Côte d'Ivoire? En ce moment, c'est le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, malgré ce que disent certains. Si on regarde les 20 dernières années, le coût pour emprunter... Vous savez, je vais vous avouer une chose. Je ne comprends rien à ce problème-là de ces 49 militaires qui se sont retrouvés au Mali. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mali? Qui les a envoyés au Mali? Pour faire quoi au Mali? Je n'ai pas encore réussi à avoir des réponses claires et satisfaisantes à ce niveau-là. Et donc, moi, je regarde et je continue de m'instruire à ce niveau. Il est bon, il est important que le gouvernement actuel fasse des démarches, toutes les démarches qui conviennent pour que ces hommes-là reviennent dans leur pays. Parce qu'on a trop d'exilés à l'extérieur et je ne souhaiterais pas qu'on ait encore plus d'exilés ivoiriens à l'extérieur. Mais, je dis, il faut faire en sorte que le fonctionnement des populations-là soit un fonctionnement cohérent, correct, et qu'il n'y ait pas de ce genre d'incidents, de difficultés-là entre deux peuples qui pourtant se fréquentent en très grand nombre. Le nombre de Maliens en Côte d'Ivoire est important. On dit même que Bouaké est une ville à majorité malienne, vous voyez. Et c'est malheureux que nous nous retrouvions dans ce genre de différends-là entre nos deux nations. Le président Alassane Ouattara vient de distribuer des enveloppes aux parents des personnes détenues en ce moment-ci au Mali. Très bien. Mais moi, j'aurais préféré qu'on n'ait même pas à venir distribuer de l'argent parce qu'on n'aurait pas eu des Ivoiriens qui sont en ce moment-ci au Mali dans des conditions, dans des difficultés, dans des situations que nous n'arrivons pas à bien comprendre, à bien expliquer. Vous voyez? Alors, Madame Simon Babo, est-ce que vous êtes peut-être d'accord avec ceux qui pensent que le problème du Mali aujourd'hui, et peut-être aussi avec, on vient d'évoquer cette affaire de 49 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako, est-ce que vous pensez que le problème du Mali, c'est parce que ce pays a décidé pratiquement de prendre son destin en main, ce qui, évidemment, peut ne pas plaire à certains? Moi, j'ai félicité le Mali, le peuple malien, pour le courage qu'il a eu d'essayer de prendre son destin en main. Je pense que c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est un défi qui s'impose à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, de prendre leur destin en main. Tant que nous n'aurons pas accepté de prendre notre destin en main, nous ne nous en sortirons pas. Et donc, chaque peuple mène son combat pour prendre son destin en main. Et il est évident que ça ne va pas plaire à ceux qui, au contraire, sont intéressés à ce que le statu quo continue de perdurer. Bon, est-ce que c'est dans ce cadre-là que les 49 Ivoiriens sont partis au Mali? Je ne peux pas l'affirmer. Parce que j'avoue que ce dossier-là, comme je vous l'ai dit, je ne le maîtrise pas moi-même, je ne le comprends pas. Et je me pose la question. Qu'est-ce que ces gens sont allés faire au Mali? C'est des Ivoiriens, oui,
Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mali? Si ce sont des militaires, on vient d'avoir une équipe là tout de suite là qui est partie au Mali récemment, plus de 400 personnes au Mali dans le cadre de la MINUSMA, ça n'a créé aucun problème. Pourquoi cela ça crée problème? Je n'ai pas de réponse et donc bon pour l'instant là j'examine, je préfère ne pas faire trop de commentaires, donc j'examine, mais je trouve que c'est curieux la présence de ces personnes-là. D'accord. À vous entendre, Madame Simon Gbagbo, on comprend peut-être que une fois élu à la tête de la Côte d'Ivoire, le pays va prendre son destin en main. Par exemple, vous êtes aussi favorable à la diversification des partenaires, peut-être aussi prendre l'axe de Moscou, qui sait. Alors, autre chose, vous allez peut-être pas, c'est vrai ça, Madame Gbagbo? Ça, c'est un grand débat, le franc CFA. Et ma position a toujours été claire à ce niveau-là. J'estime que nous en sommes arrivés cette position à un moment. J'estime que nous en sommes arrivés à un moment de l'histoire de nos États africains où nous devons nous asseoir et tout ce qui nous permet de marquer notre souveraineté, nous devons faire en sorte que ce soit contrôlé entre nos propres mains. Et la question de la monnaie se situe à ce niveau-là. Est-ce que le CFA est une monnaie que nous avons sous notre propre autorité, sous notre propre souveraineté? Je dis non. Dans ce cas-là, il y a un problème qui se pose au niveau de la monnaie et ce problème-là, nous devons nous asseoir et nous devons le régler. La question également du partenariat. Vous savez, quand le FPI est arrivé au pouvoir avec le président Gbagbo, un des premiers actes qu'il a posé, c'est d'effectuer un voyage en Chine pour diversifier justement les partenariats ivoiriens. Que les partenaires ivoiriens, que nous puissions avoir des Orientaux, que nous puissions avoir des Américains, que nous puissions avoir des Européens, que nous puissions avoir des Africains même, qui soient nos partenaires, mais que ce soit notre prérogative souveraine que de choisir qui est notre partenaire, qui sont nos partenaires. Aujourd'hui, ça fait peut-être problème, hein? Mais c'est des choses qui vont s'imposer. C'est des choses qui vont s'imposer à toute l'Afrique et au monde. Ça va s'imposer à l'Europe, ça va s'imposer aux États-Unis. Ça va peut-être prendre du temps parce que les États africains ne sont pas encore très forts, mais ça va finir par s'imposer. Et donc, dès à présent, il est bon que l'on s'asseye et que l'on commence déjà à discuter ces questions-là d'égal à égal, de gagnant à gagnant pour avancer sur ce terrain-là, établir de nouvelles règles, de nouveaux accords et puis tisser une bonne toile positive, bénéfique aussi bien aux anciens partenaires qu'aux nouveaux partenaires que nous allons forcément développer, avoir avec nous pour que nos pays se développent. Nos pays doivent se développer, nos peuples doivent se développer. Nous n'allons pas vivre éternellement sous le joug des anciens partenaires. Hein. Ça, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, ça va s'imposer à nous. D'accord. Alors, de plus en plus, de nombreux pays africains, dans de nombreux pays africains, la société civile et même des partis politiques, et même aussi des populations s'élèvent pour exiger la fin des accords de coopération avec des pays comme la France et même le départ des troupes françaises sur le continent. Madame Simon Gbagbo, est-ce que vous comprenez cette réaction des Africains aujourd'hui et quelle est votre position en tant que parti politique qui aspire à gouverner la Côte d'Ivoire? Créer un business web qui soit au service de ta vie en 2022 et 2023, est-ce que ça t'intéresse? Si oui, bonne nouvelle, j'organise Côte d'Ivoire. Bon, nous avons une relation historique, traditionnelle avec la France et avec l'Europe et puis l'Amérique. Mais comme je l'ai dit tout de suite là, ce partenariat-là aujourd'hui, il est dépassé. Et donc, nous devons, en
entretenir, créer de nouveaux partenariats avec la Russie, avec les BRICS, avec la Russie, avec l'Asie, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Amérique latine, avec le Vietnam, avec tous ces pays-là, avec l'Afrique du Sud, avec le Nigeria, avec le Canada, etc. Nous devons développer ces relations-là. Il faut que ça soit compris. L'histoire avance et donc nous devons nous inscrire dans ce mouvement-là, qui est un mouvement mondial. Nous devons nous inscrire dedans. Et dans ce mouvement-là, nous devons nous y inscrire, non pas comme des gens qui sont à la poursuite et à la traîne de puissances qui se sont baptisées communautés internationales, etc. Mais non, nous devons aller à ce nouveau partenariat en état égaux, en nations égaux, en nations égales, qui ont chacun ses intérêts, qui gèrent bien sûr ses intérêts, mais qui les gèrent en tenant compte des intérêts des autres pour que on fonctionne en nation civilisée, en état civilisé, qui savent où ils vont, comment ils vont, pour que leur peuple, les différents peuples, tirent profit de toutes les ressources et de toutes les richesses que l'Éternel, que le Dieu a placées partout dans nos pays, dans nos sols, dans nos sous-sols, partout dans le monde, dans nos mers. Il ne faut pas que ce soit les uns qui exploitent et les autres qui demeurent à chaque fois exploités. Ça, c'est un schéma qui est dépassé, ça. Alors, et pour vous, c'est l'option gagnante pour l'Afrique aujourd'hui? Pour vous, c'est l'option gagnante pour l'Afrique aujourd'hui? Ah oui, oui. Partenariat gagnant-gagnant. Quel que soit le continent qui est en face de nous. D'accord, on a compris. Partenariat gagnant-gagnant, c'est la position de Mme Simone Gbagbo. Alors, on va sortir de cet entretien avec vous, Mme Simone Gbagbo, par cette question. Alors, toute une vie de combattant, c'est la vôtre, Mme Simone Gbagbo. Les arrestations et les prisons, les hauts et les bas, dans votre propre vie, les frustrations de tout genre et même les succès remportés qui ne vous ont visiblement pas fait freiner ou marquer un point d'arrêt. Alors, dites-nous, vous voilà de nouveau sur la scène et décidé à vous faire entendre et conquérir de nouveaux espaces. Finalement, Mme Simone Gbagbo, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? D'abord, je voudrais dire qu'à la vérité, je ne suis jamais sorti du champ de combat. Vous dites des hauts et des bas, c'est vrai, mais aussi bien les hauts que les bas sont des moments de combat. Ont été pour moi des moments de combat. Et aussi bien dans les hauts que dans les bas, j'ai tiré des profits, des bénéfices qui m'ont permis peut-être de formater la personne que je suis aujourd'hui. Et ce que je souhaiterais qu'on retienne de moi, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement important que de participer au combat politique pour le devenir de sa nation, pour le développement de son peuple. Et je vais y être. Et je sais qu'à ce niveau-là, on peut gagner, je peux gagner, je peux apporter ma petite pierre pour qu'elle devienne une grande pierre pour toute la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique, que nous bâtissions ensemble un peuple transformé, renouvelé, prospère, compétent, n'est-ce pas, et qui apporte au reste de l'Afrique et au reste du monde sa connaissance, son savoir-faire, pour que ce pays, comme ce continent, émerge, sorte et devienne un continent à l'image de tous les autres continents. Voilà, c'est ce que je souhaiterais qu'on garde de moi, que j'ai apporté ma pierre, qui est une petite pierre, mais qui est devenue une grande pierre. Et en même temps, c'est le message que vous envoyez aux Ivoiriens ce soir, les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui nous regardent à travers le continent africain, les Ivoiriens du monde et même aussi le reste du continent, Mme Simone Gbagbo. C'est ce message? C'est ça le message.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Simone Gbagbo. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir comme notre invité pour cet entretien exclusif sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Nous espérons encore vous avoir dans nos prochaines émissions, pourquoi pas. Merci et bonsoir à vous. Merci à vous également et merci pour tout le travail que vous accomplissez. Vous ne savez pas combien vous formez les gens, vous ne savez pas combien vous éveillez les consciences des Africains. Merci, que Dieu vous bénisse et Amen. Que Dieu vous permette de rester longtemps pour nous instruire et pour nous aider, pour nous former. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, madame. C'était donc Madame Simone Gbagbo, le chef de parti politique, le mouvement de génération capable, un parti politique qui vient d'être créé en Côte d'Ivoire.